Bonjour à tous, vous nous rejoignez progressivement. Merci à vous de rejoindre le goûter philo. Bienvenue à vous tous. Vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui on va recevoir Brigitte, qui n'est autre que la créatrice des goûters philo, justement, puisqu'elle a écrit plein de livres qui permettent de se poser toutes les bonnes questions. À la radio, à la télévision, en ce moment, on entend beaucoup que ce week-end, les adultes vont voter, que c'est un moment important pour la démocratie. Donc ça, on va y revenir peut-être dans un instant au travers de vos questions. Mais il se trouve que Brigitte, justement, qui est avec nous, a écrit un livre qui s'appelle La dictature et la démocratie. C'est vrai, Brigitte, ça? C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Vous voyez, Margot, elle dit quelquefois des bêtises, mais là, elle n'a pas dit Mais du là, tout. j'ai pas dit de bêtises. J'ai Est-ce que... écrit un livre qui s'appelle La dictature et la démocratie. Je peux même vous le montrer. Ah, Et super. parce que ce qui est important, c'est qu'on voit sur ce livre une jeune fille avec une urne et un bulletin de vote. Et vous voyez, et elle piétine un grand monsieur qu'on imagine être un dictateur. Alors, n'hésitez pas, hein. La main levée. On voit des mains levées On sur voit des mains levées l'écran. sur le cran? Ok, alors Alors, attendez, je ouais, vais ouais, regarder les petites vignettes. l'école Martel, je vois les CM2 qui lèvent leurs mains. Je ne sais Ah! pas s'ils l'ont mis dans le chat. Oui, je les vois tous. Salut l'école Martel. Alors, l'école Martel, eh ben, Déjà. si vous voulez prendre la parole, hop là, vous pouvez réallumer votre micro et venir me poser vos Cherche questions. les vignettes. Bonjour, c'est Nelly. Brigitte, pourquoi vous avez créé le livre Dictature et démocratie? Bonjour, merci pour ta question. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Alors, en fait, tu sais que j'écris des livres qui s'appellent Les goûters philo parce que ce qui me passionne, ce sont les idées. Les idées pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, le monde qui nous entoure, les gens avec qui on vit. Et donc, j'ai écrit La dictature et la démocratie parce que je me suis demandé comment les systèmes politiques, comme une dictature, sont arrivés. Alors, vous savez qu'avant, on vivait, il y a des millions d'années, c'était la loi du plus fort. C'est-à-dire, en gros, s'il y avait deux groupes d'êtres humains qui trouvaient, par exemple, une antilope après la chasse, c'était le groupe le plus fort qui ramenait l'antilope dans sa grotte. Et pendant longtemps, les hommes ont vécu comme ça avec la loi du plus fort. Donc, c'était les plus grands, les plus musclés, les plus forts qui faisaient leur loi. Mais ce n'était pas très agréable parce que même les plus forts, à un moment dans leur vie, ils deviennent moins forts, ils vieillissent, leurs muscles fondent, il y a des plus forts qui arrivent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait dans la vie des êtres humains? C'est qu'on vivait tout le temps dans la peur. S'il y avait encore la loi du plus fort aujourd'hui, par exemple, si vous allez à la boulangerie et qu'il reste une seule baguette, qui va emporter la baguette? Le plus fort ou la plus forte. Donc, ça veut dire qu'on vit tout le temps dans la peur. La peur qu'il y ait quelqu'un de plus fort que vous qui arrive et qui fasse sa loi. Donc, comme les êtres humains réfléchissent, pensent, ils se sont dit, on va trouver un système pour ne pas vivre tout le temps dans la peur. Et ils ont inventé, ce que vous connaissez très bien, des lois, des règlements, comme dans l'école où il y a un règlement intérieur. Et grâce à ces lois, les êtres humains ont pu réussir à vivre, pas partout, pas tout le temps, mais quand même un peu plus en paix et tous ensemble. Et ces lois, il faut bien que quelqu'un les vote. Et quand on est des millions et des millions, on ne peut pas tous aller voter pour les lois. Alors on a fait une chose, c'est qu'on a décidé d'élire des représentants. Et c'est ce qui va se passer dimanche. Dimanche, vos parents et tous les adultes de plus de 18 ans français qui ont le droit de vote, ils ne vont pas aller voter pour un commandant, un chef qui va tous nous diriger. On va voter pour un représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous représenter. Ce n'est pas quelqu'un qui va être au-dessus des lois, mais c'est quelqu'un qui va nous représenter tous. Donc le droit de vote, c'est le pouvoir du peuple. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui, ok, super, merci. Oui. Alors, on a la classe Herman CM2 qui a levé la main. Vous pouvez rallumer votre micro pour pouvoir poser vos questions.
Euh, pour- qui a été le premier dictateur dans le monde entier? Qui a été le premier dictateur dans le monde entier ou la première dictatrice dans le monde entier? Est-ce que tu as une idée, toi? Puisque tu poses la question. Souvent, quand on pose la question, c'est qu'on a une petite idée derrière la tête. Tourne ta tête pour voir si je vois l'idée. Alors, est-ce que tu as une idée de qui a été le premier dictateur ou la première dictatrice du monde? Non. Non, et ben moi non plus, parce que à mon avis, ça a été quelqu'un de pas forcément connu, parce que je pense qu'il y a eu des dictateurs et des dictatrices avant même l'écriture, avant même le fait qu'on puisse avoir en mémoire l'histoire. Je pense que dans des tout petits groupes de chasseurs, il devait sûrement y avoir une personne qui prenait tous les pouvoirs. Parce que merci pour ta question, on va pouvoir essayer de voir, de définir ce qu'est un dictateur ou une dictatrice. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs dans ses mains, ou un petit groupe, quelquefois, qui a tous les pouvoirs dans ses mains. Et la différence avec la démocratie, c'est que justement, en démocratie, normalement, le pouvoir, on va le découper en tranches, comme un gâteau. Vous savez, quand vous avez un gros gâteau, vous le partagez et vous faites des parts de gâteau. Et bien, dans une démocratie, on fait des parts de pouvoir et elles sont distribuées à différentes personnes. Comme ça, personne n'a tous les pouvoirs ensemble. Vous comprenez? Chacun a une petite part de pouvoir et chacun peut surveiller qu'il n'y ait pas un autre qui vienne prendre toute la part de pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, les députés, ils ont le pouvoir de voter les lois. Nous, le peuple, on a le pouvoir d'élire les députés et aussi le pouvoir de ne pas les réélire. Parce que le problème dans la dictature, c'est comment on fait pour se débarrasser d'un dictateur? Ben, c'est très compliqué. Il faut faire une révolution, quelquefois il faut faire une guerre, quelquefois il faut couper des têtes. Alors que nous, dans une démocratie, comment on fait pour se débarrasser des gens dont on ne veut plus? Eh bien, on va voter contre eux. Donc la démocratie, c'est un système extraordinaire parce qu'on peut dire à nos dirigeants, allez-vous-en, c'est fini, on n'est pas content, sans couper des têtes, en mettant des bulletins de vote. J'ai répondu à ta question? Oui. Tu aurais peut-être préféré que je te donne un nom, mais tu vois, je pense que c'est avant les dictateurs dont on se souvient des noms. Merci Brigitte pour cette réponse. Dans un tout petit instant, on va donner la parole à la classe de Puy-Lonchalard, je crois, ou la classe 5 en tout cas. Mais juste avant, on va faire un petit tour dans le chat. Charline, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors on a différentes questions. Est-ce que, par exemple, pour faire suite à la question précédente, qui a été le premier président? On a aussi la question de savoir, est-ce que Poutine est un dictateur? Alors, oui. Enfin, on a une autre question, mais peut-être que je la donnerai après, pour qu'on reste bien sur cette thématique. Alors, la question de est-ce que Poutine est un dictateur? Évidemment, c'est une question compliquée parce que spontanément comme ça, quand on est tous contre la guerre, ce qui se passe est horrible. Donc, quelqu'un qui décide de faire une guerre et d'aller tuer des gens, on va dire c'est un dictateur. Et alors, ensuite, on va observer ce qui se passe et ça me permet de vous dire une notion très importante parce que souvent, on dit une démocratie, c'est le droit de vote. Et ça, c'est faux. Le droit de vote, c'est une partie de la démocratie. Parce que si vous allez dans un pays comme la Russie, il y a le droit de vote. Donc, si on pense que la démocratie, c'est quand le peuple peut aller voter, on va dire Poutine est un démocrate. Ce n'est pas un dictateur parce qu'il a été élu par le peuple. Mais il y a des gens qui vont dire oui, Poutine est un dictateur. Mais alors on va dire comment ça se fait que c'est un dictateur puisqu'il a été élu par le peuple?
Et si je prends un exemple dans l'histoire, si je prends Hitler, Hitler en 1933, il est arrivé au pouvoir en Allemagne, élu par le peuple allemand. Il n'est pas arrivé au pouvoir avec des chars et avec une armée. Il n'a pas pris le pouvoir de force, il a pris le pouvoir en étant élu par le vote du peuple. Donc vous voyez que dire qu'on est en démocratie parce qu'il y a le droit de vote, ça ne suffit pas. Il faut aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, que les pouvoirs soient partagés, qu'il n'y ait pas une personne ou un petit groupe de personnes qui ait tous les pouvoirs. Donc que les pouvoirs soient partagés, pas seulement entre le peuple, les députés et le gouvernement, mais il y a aussi d'autres pouvoirs. Par exemple, les journalistes qui ont le pouvoir de nous informer, d'enquêter. Par exemple, des scientifiques qui ont le pouvoir de nous expliquer des choses comme sur le changement climatique. Par exemple, le pouvoir des artistes qui font des films, des pièces de théâtre, qui écrivent des livres pour dénoncer des choses qui ne vont pas dans la société. Vous voyez, chacun prend une petite part de pouvoir. Et donc, dimanche, si on ne va pas voter, c'est qu'on n'utilise pas notre petite part de pouvoir. Alors, pour revenir à Poutine, il faudrait bien comprendre si dans la société russe, dans le pays de Poutine, Poutine a tous les pouvoirs dans sa main, et on a tendance à penser que oui, ou s'il y a un partage des pouvoirs, et on a tendance à penser que non. Par exemple, le pouvoir des médias, c'est-à-dire les journaux, la télévision, Internet, il est très limité en ce moment en Russie. Donc on se dit, il a mangé les parts de pouvoir que les autres ont. Donc, ça tend vers la réponse de la dictature. Super, j'espère que ça répond à la classe qui avait posé cette question très intéressante. On avait la classe de Puy-Lonchard qui voulait prendre la parole. Hop là, je vous réactive le son. Alors, est-ce que ça marche? On vous entend. Tu peux aller devant. Tu poses ta question, Mila. Tu peux dire bonjour avant. Et bonjour. Est-ce que je m'appelle... Approche-toi bien. Approche-toi bien. Bonjour, je m'appelle Mila. Est-ce que tu peux enlever ton masque, Mila, juste le temps de poser la question? Merci beaucoup. Et parle fort parce que... Est-ce que la propagande, ça fait partie de la dictature? Alors, Mila, est-ce que tu peux rester juste là? Je voudrais savoir ce que tu veux dire par propagande. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire? Ou quelqu'un peut t'aider dans la classe. Qu'est-ce que vous voulez dire par propagande? Alors toi, tu peux répondre ce que tu as. Ce que tu penses. Hein. Je ne te demande pas une définition du dictionnaire. Je voudrais savoir, Mila, ce que c'est pour toi. Vas-y, à toi. Influencer. Influencer. Écoute, influencer les gens, c'est ça? Oui. Oui, écoute, du coup, j'ai compris ta question. Alors Mila, pourquoi je t'ai demandé de me dire ce que tu voulais dire par la propagande? Parce que quand on vous pose une question ou quand vous posez une question, c'est hyper important de bien comprendre les mots qu'on utilise, c'est-à-dire de demander à l'autre « Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis propagande ?» Autrement, on a des réponses qu'on ne comprend pas parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les mots. Donc c'est important. Donc pour toi, la propagande, c'est vouloir influencer l'autre. Par exemple, si je te dis, regarde, si tu utilises cette crème et que tu t'en mets sur le visage tous les jours, tu n'auras jamais de rides. Est-ce que pour toi, ça, c'est de la propagande? Non. Enlève ton masque. Non. Non, ce n'est pas de la propagande. D'accord. Ça sera plutôt de la publicité? Je sais pas. D'accord. Alors, je vais te répondre. La propagande, toi, tu as dit, c'est essayer d'influencer les autres. En fait, oui, on essaye toujours d'influencer les autres. Quand on se présente à des élections, on va dire plein de choses pour que les autres votent pour nous. Je vais dire des choses qui vont te plaire. Alors, en fait, il y a toujours de la propagande parce que partout, pas seulement dans les dictatures, il y en a partout. Mais c'est à nous. On ne va pas accuser ceux qui font de la propagande. Tu sais ce qu'on va faire, Mila? On va se demander
comment on se protège de la propagande. Comment on se protège du renard. Tu connais le corbeau et le renard? C'est-à-dire le renard, il dit exactement ce qu'il faut pour que l'autre ouvre son bec et lâche son camembert. Et bien, quelquefois, les candidats aux élections, ils disent ce qu'on veut entendre pour qu'on lâche notre bulletin de vote, comme le corbeau lâche son camembert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger de la propagande? Eh bien, on a quelque chose en nous. Et tout le monde là, ça s'appelle l'esprit critique. L'esprit critique, ça veut dire que quand on nous dit quelque chose, on va d'abord essayer de le vérifier. On va essayer de voir si d'autres personnes disent ça. On va essayer de le tester pour voir si c'est vrai. On va essayer d'aller chercher des preuves. Ça s'appelle l'esprit critique. Comme ça, on n'avale pas tout cru ce qu'on nous dit. Et ceux qui veulent faire de la propagande, ils auront perdu. Parce que si on va vérifier les informations, si on va les tester, si on va enquêter comme des détectives, eh ben on ne se fera pas avoir par la propagande. Donc Mila, je préfère te répondre, il y a de la propagande partout, fais marcher ton esprit critique. Dès que tu vois une information, tu dis « Ah, je vais aller vérifier ». Et tu verras avec ton professeur les méthodes pour vérifier. Merci beaucoup. On va bientôt donner la parole à la classe de Poirier, mais en attendant, Charline, on refait un petit tour vers le chat. Est-ce que tu as des questions en attente? Oui, j'en ai plusieurs. On avait une question notamment sur l'invention de la démocratie. De quand ça date? Qui a inventé la démocratie? Ah, c'est joli cette idée d'inventer, parce que c'est formidable. Oui, c'est une invention des êtres humains. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que vous savez, les idées, elles ont des histoires, les idées. Elles naissent comme nous, elles grandissent, elles mûrissent, et puis quelquefois elles meurent, mais quelquefois elles restent pour toujours. Alors, la démocratie, elle est née grâce à une merveilleuse idée qui a fait une révolution dans le monde des êtres humains. Cette merveilleuse idée qui a donné naissance à la démocratie, c'est l'idée que les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Alors, je vais prendre une minute pour vous expliquer ça. Avant cette idée, on pensait qu'il y avait des êtres humains qui naissaient pour obéir et d'autres êtres humains qui naissaient pour commander. Si vous étiez un seigneur dans une région, eh bien vous commandiez, vous aviez des sujets, ça veut dire des gens qui sont assujettis, ça veut dire des gens qui sont sous vous et qui vous obéissent. Et puis le fils du seigneur, lui aussi, il faisait obéir les autres. Et c'était de père en fils comme ça. Donc dès la naissance, on savait qu'on allait commander ou qu'on allait obéir. Donc les êtres humains n'étaient pas égaux devant la loi. Donc la démocratie, elle est née de l'idée que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. On dit sont égaux en droit. Et c'est écrit dans une déclaration. Donc quand on déclare quelque chose, ça veut dire qu'on aimerait que ça existe partout. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors on va dire des droits des êtres humains. Donc c'est cette égalité devant la loi qui donne naissance aux démocraties. Alors, on espère pareil que ça a répondu à la question. Charline, est-ce que tu as d'autres questions? D'ailleurs, si ça ne répond pas, vous me le dites. Voilà, on dit dans le chat, n'hésitez pas à réagir à ce que… Disant, oui. Moi, je suis tout à fait… Alors justement, vous pouvez tout à fait dire dans le chat, non mais Brigitte, là, ta réponse, elle n'est pas claire du tout. J'aimerais que tu sois plus précise ou plus claire. N'hésitez pas. Je pense que ça fait aussi le lien avec on est tous égaux en droit, etc. Il y a plusieurs fois la question, mais alors pourquoi on ne peut pas voter avant 18 ans? Ah, excellente question. Pourquoi ne peut-on pas voter avant 18 ans? Est-ce qu'on peut faire un sondage ou pas, où on a l'outil ou pas? Parce que moi, j'aimerais savoir à partir de quel âge vous pensez que vous tous là, qui êtes là en ce moment connectés, à partir de quel âge vous pensez que l'on peut
voter, que vous pourriez voter, vous vous sentiriez capable de choisir vos représentants à partir de quel âge? Dites-moi ça. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat directement peut-être Allez, tous mettez des les âges? chiffres. Et Mettez puis les on chiffres verra dans le très chat. très vite. Mettez des chiffres dans le chat. Comme ça, on verra très très vite l'âge que vous pensez être le bon pour aller voter. Alors, on a 14 ans, 16 ans. Ouais. Allez, on y va, on y va. Faites défiler vos chiffres et puis après, on fera une petite moyenne. 10 ans. 10 ans. Ah, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec 18 ans. Ensuite, on a 12, 15. Après, il y en a une question intéressante, pas une réponse intéressante. Ça dépend de la maturité. Toutes les réponses. 16 ans, 16 ans, 15 ans, 14, 16 ans, 12, 17 ans. Il y a un peu tout. Je dirais que le plus jeune, c'était 10 ans jusqu'à présent. Formidable. Alors, est-ce que celui ou celle qui a dit 10 ans veut venir défendre son idée au micro? Parce que c'est formidable de penser qu'on peut voter à 10 ans. Moi, j'aimerais avoir des arguments. Vous savez, quand on a une idée, on essaye de la défendre avec des arguments. Alors, quels sont les arguments? Vous allez essayer de convaincre M. Macron, qui est encore président de la République, de voter une loi pour le droit de vote à 10 ans. Alors, c'est la classe de CE2, CM1 de Charleville-Mézières. En Lorraine. Exactement. Est-ce que la classe veut directement... Votre micro est bien allumé. Pour l'instant, on n'a pas de son. Bon, c'est pas Il y avait aussi Mike Rochemort de Long. Voilà, c'est ça. Qui a levé la main. Alors, allez-y. Moi, je dis qu'on peut voter... Bonjour. Moi, je dis qu'on peut voter à 10 ans parce que notre cerveau, je sais pas comment dire. Il est bien construit. Il est assez construit, oui, pour savoir. Pour savoir qui on peut choisir. D'accord. Excuse-moi, je n'ai pas entendu ton prénom. Comment t'appelles-tu? Timothée. Alors, Timothée, par exemple, toi, je ne te demande pas de me dire, mais est-ce que tu saurais pour qui tu voterais dimanche? Si tu dois aller voter dimanche, est-ce que tu as déjà fait ton choix dans ta tête? Non, parce que j'ai pas encore vu les programmes, donc je sais pas. Mais Timothée, rien qu'à ta réponse, je pense que tu pourrais avoir le droit de vote. Tu sais pourquoi? Parce que tu nous dis à tous, non, je n'ai pas encore choisi pour qui voter parce que je n'ai pas vu les programmes. Et tu sais ce qui est formidable dans ta réponse? C'est l'idée d'aller voir les programmes de chacun pour construire ton choix. Et si tu fais, Timothée, un sondage auprès de 1000 adultes de plus de 18 ans qui ont le droit de vote, je serais très curieuse de savoir qui a lu les programmes des candidats. Et il y en a plein qui vont aller voter, et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait comme toi, c'est-à-dire de dire, je vais aller voir les programmes, et ensuite, je vais me faire une idée. Donc oui, ton cerveau est bien construit, Timothée. Tu avais raison. Merci. Alors, il y a la classe de tout à l'heure avec Anissa qui pense que normalement, ça marche le son. Est-ce que tu veux compléter du coup ce qu'a dit Timothée? Anissa, tu peux réactiver. C'est toujours à Charleville-Mézières. Je vous fais un petit coup de main si vous voulez. C'est bon, on vous entend. C'est bon, merci. Bonjour. Vas-y, Anissa, alors explique pourquoi tu penses que le vote à 10 ans, c'est bien. Parce que les enfants, eux, ils ne peuvent pas voter et ça se fait pas parce que eux, les parents, ils peuvent voter et pas les enfants. Alors pourquoi tu penses que les enfants, c'est bien qu'ils votent à 10 ans? Parce que vous avez dit 10 ans. Ben, pour commencer à apprendre à voter pour commencer à apprendre à voter plus tard. D'accord. Ah, d'accord. Alors, excuse-moi, ton prénom, c'est Anissa. Alissa. Donc, toi, ton argument, tu vois, on est là vraiment en train de donner des arguments pour défendre une idée. C'est ça qu'il faut demander aux candidats quand ils ont une idée.
donne-moi un argument pour défendre ton idée. Donc, ton argument, c'est de dire que comme ça, tu vas apprendre beaucoup plus tôt à voter. Donc, peut-être que toi, ce que tu proposes, c'est qu'il y aurait un vote réservé aux enfants, par exemple de 10 à 18 ans, et puis qu'on pourrait comme ça faire une élection pour les enfants de 10 à 18 ans pour leur apprendre à voter. Peut-être quelque chose comme ça. Oui. Alissa, alors par contre, s'il y a quelqu'un qui est contre le droit de vote à 10 ans, prenez la parole aussi pour donner des contre-arguments et dire que non, vous n'êtes pas pour le droit de vote à 10 ans. Ça s'appelle un débat. Mais ce n'est pas un débat, moi je pense ça, moi je pense ça. C'est un débat, moi je pense ça parce que, et on explique pourquoi on pense ça. Et c'est là où c'est formidable, où les idées peuvent évoluer. Alors, je crois qu'il y avait la classe de Agnès Roumejou qui avait dit d'ailleurs, elle, 18 ans. Est-ce que la classe de Anne souhaite dire pourquoi ils avaient dit 18 ans et pas 10 ans? Alors, Roumejou. Sinon, il y avait aussi Sylvie qui voulait bien prendre la parole sur le sujet. Alors, attends, il y a Roumejou qui a bien levé la main. Beaucoup de mains levées là, parce que c'est important, parce que je comprends que vous ayez envie de voter plus tôt, pour ceux qui veulent voter plus tôt, parce que finalement, moi, j'ai 61 ans. Donc, en gros, je vais voter et pour 30, 35 ans, mettons, si je vis très, très vieille. Mais vous êtes encore sur cette terre pour 80 ans, beaucoup plus que moi. Donc, effectivement, vous pouvez vous dire, mais on devrait avoir le droit de décider qui nous représente, nous, parce que nous, c'est notre avenir. Alors, Agnès, je me suis trompée, c'était pas Anne, c'était Agnès. On vous entend. Pour s'entraîner à voter, il y a déjà au collège les délégués de classe. Oui, c'est vrai que les délégués de classe, ce sont des représentants, tu as tout à fait raison. Et toi, tu es contre le vote à 10 ans ou pour? Contre. Vas-y, explique-nous pourquoi. Parce qu'on n'est pas assez mature pour ça. Ça veut dire quoi être mature? Avoir conscience de ce qu'on fait. Avoir confiance dans ce que tu fais, c'est-à-dire être sûr de ton choix, te faire confiance à toi-même. Ouais. Oui. Et comment tu ferais pour choisir un candidat si dimanche, tu étais obligé d'aller voter? Comment tu ferais pour choisir? L'idée de regarder les programmes était bien, par contre. Oui, c'était l'idée de Timothée. C'est une très, très bonne idée. Comme ça, on sait ce que les candidats veulent faire s'ils sont élus. Donc, tu irais regarder les programmes de tout le monde? Oui, et celui qui me plaît le plus, je voterai pour lui. D'accord, celui qui te plaît le plus. Mais comment tu fais si tu as une idée qui te plaît dans un programme, et puis une autre idée dans un autre, et puis une autre idée dans un autre? La plus convaincante. Ah, alors tu as changé de mot, et j'adore ton changement de mot. Tu as d'abord dit l'idée qui me plaît le plus, et après tu as dit l'idée la plus convaincante. Et c'est ça qu'il faut qu'on demande, c'est d'être convaincu, pas d'être séduit. Vous voyez la différence entre être séduit et être convaincu? Séduit, on va revenir un peu à la propagande, on va vous dire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font plaisir. Mais convaincu, on va vous donner des arguments, des raisons de croire à ce que la personne dit. Donc, en politique, essayez de ne pas vous laisser séduire, mais demandez d'être convaincu, demandez à l'autre de vous convaincre. On a une autre demande, alors c'est toujours la classe 5 de Puyon-Chalard qui, pareil, avait aussi un argument sur le droit de vote pas à 10 ans. Ok. Plus tard. Alors, on va les écouter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Saël et puis moi je suis pas d'accord contre le droit de vote à l'âge de 10 ans parce que je trouve qu'on n'est pas assez culturé et qu'on comprendrait pas trop les intérêts de ceux qui veulent devenir président et puis en plus ça nous rapporterait un peu rien. Et d'accord, donc j'ai compris que vous n'étiez pas assez cultivé, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de connaissances, c'est ça? Oui,
D'accord. Et pourquoi tu dis que ça t'apporte, Sahel, pourquoi tu dis que ça t'apporterait rien? Parce que moi, j'ai lu ce que les présidents ils voulaient, enfin, les candidats et ceux qui voulaient faire. Et moi, j'ai remarqué que c'était plutôt des choses faites pour les adultes. Donc, moi, je trouve que pour les enfants, ça servirait un peu à rien d'aller voter. D'accord. Et est-ce que tu as regardé ce qu'ils proposent pour les enfants, les candidats? Pas trop. Pas trop. Est-ce que tu trouves que les candidats ne parlent pas assez des enfants? Oui. Ah, c'est vrai. Alors, non, mais oui, oui. Parce que, et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent là, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais comme mesure pour les enfants? Non, j'en ai pas trop d'idées. Non, je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas d'idée? Par exemple, qu'est-ce que tu penses par exemple, il y a un candidat qui veut mettre un examen à la fin du CM2 pour l'entrée en sixième, pour repérer les élèves qui ont des difficultés et pouvoir mieux les aider. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, parce que si tu n'as pas d'examen avant et que, imaginons, tu as des difficultés, et du coup, si ils ne te fait pas passer d'examen, ils pourront pas t'aider. Alors que si tu as des problèmes et qu'ils ne te font pas passer d'examen, tu seras en difficulté. D'accord. Alors, Sahel, est-ce que tu as besoin de beaucoup plus de connaissances pour avoir un avis sur les propositions? Regarde ce que tu me réponds, c'est incroyable. Oui, moi je pense que je dois avoir beaucoup plus de connaissances que ça. D'accord, d'accord. Donc, tu mettrais le droit de vote à quel âge, toi? Entre 16 et 17 ans. Entre 16 et 17. OK. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Il y a plein de réactions du côté du chat, Charline, non? Oui, il y a des réactions. Certains qu'il ne faut pas voter trop tôt car on manque encore de connaissances politiques. C'est un petit peu ce qu'on venait d'entendre. Et il y a aussi Taha qui nous dit « Notre opinion, elle peut changer quand on grandit ». Ah oui, Taha, alors je vais te dire un truc. Elle peut aussi changer quand on vieillit, pas seulement quand on grandit. Et alors, j'aimerais bien remplacer ton mot « opinion » par des idées. Parce que l'opinion, souvent, c'est quelque chose qu'on ressent comme ça tout de suite et qu'on ne va pas assez creuser pour savoir si on y croit vraiment ou si c'est simplement une idée qui nous plaît. Donc, essaye d'avoir des idées et pas trop d'opinions. Tu verras la différence avec ton professeur parce que c'est important. Parce que souvent, vous entendez une phrase qui est « chacun son opinion ». C'est une phrase que je déteste. Parce que chacun son opinion, ça veut dire qu'on s'en va chacun dans son point et puis c'est tout. Alors qu'en fait, les débats comme ça sert aussi à voir les idées qu'on a tous ensemble et de progresser dans nos idées et de ne pas partir dos à dos avec chacun son opinion. Alors, on a la classe de CM1 de Madame Bazin qui a levé la main. Donc, si vous voulez nous poser votre question, vous pouvez directement intervenir. Bonjour, alors on a un petit souci de caméra, mais par contre le micro fonctionne normalement. On vous entend bien, oui. Super. Il y a Thomas qui veut prendre la parole. Alors en fait, quand on est petit, on peut voter, mais ça va rien nous faire parce que comme ça va plutôt être nos parents qui vont voter et ils vont voter selon le choix qu'ils veulent, mais surtout le programme, parce que quand on est petit, le programme ne nous intéresse pas, alors que quand on est majeur, on n'a pas nos parents qui nous suivent un peu partout, et donc on peut voter pour le programme qui nous intéresse le plus. Ah, mais alors Thomas, donc en fait, dis-moi si je me trompe, tu as peur de te faire influencer par tes parents et de devoir voter comme eux? Oui. Alors Thomas, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Excellente. Tu m'écoutes? Oui. Le vote est secret. Oui, mais par exemple, quand on est grand, on peut voter parce qu'on veut, mais nos enfants, est-ce qu'ils peuvent savoir pour qui on va voter ou pas du tout? Pas du tout. Parce que quand tu vas dans un bureau de vote, si jamais tes parents vont voter ou s'il y a des adultes autour de toi qui vont voter dimanche, va avec eux et tu verras que personne ne peut voir ce que tu mets dans l'enveloppe du vote. Est-ce que tu sais pourquoi c'est secret?
Parce que après, il peut y avoir des personnes qui viennent et qui leur disent non, tu vas voter pour ci, tu vas voter pour celui-ci. Exactement, Thomas. Exactement. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que si ce n'est pas secret, on peut se faire influencer. Tu vois? C'est comme si toute la classe dit A à une réponse, tu vois, à une question du professeur, tout le monde dit oui. Et puis toi, tu penses non. C'est très difficile de dire non, parce que tu vois toute la classe qui dit oui. Donc, tu te fais influencer par le groupe. Voilà pourquoi le vote est secret. Comme ça, on ne se fait pas influencer. Donc, si elle a le droit de vote à 10 ans, Thomas, tu peux être tranquille, ça sera secret pour toi aussi. Donc, si c'est ton argument de ne pas voter plus jeune, c'est un argument qu'on vient de dégommer. Il n'existe pas. Il faut que tu en trouves un autre. D'accord. Alors, on a la classe de Madame Poirier. Alors, Madame Poirier, je crois qu'on lui a... Je ne sais plus si on leur a donné la parole. Mince, je me suis perdue. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce qu'il y a... Parce que je vois que la main est toujours levée. Oui, il y a beaucoup de mains. Alors, est-ce que ça marche du côté? Alors, le micro est allumé, mais je n'entends pas de son. Alors, on vous laisse peut-être régler les soucis de son. Ah, quoique, j'ai entendu son au loin, non? Bon, bah, on va passer à la classe de l'école Martel, la classe de CM2. Hop là. Je vous file un petit coup de main. Oui, on a Gabin qui voudrait intervenir. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de pouvoir voter à 10 ans parce que pour la plupart, enfin pas tous, mais on s'intéresse moins que les adultes au vote et au programme. Et surtout, par exemple, on se laisse un peu plus influencer en gros parce que, par exemple, il y a un candidat écolo qui propose de, par exemple, diminuer la production, par exemple, de n'importe quoi, de pétrole. Donc, on dit, ouais, on va voter pour lui, comme ça, il y aura moins de pollution. Ben, il peut avoir d'autres choses qui soient mieux et qu'on ne se rende pas compte que ce soit mieux. Ah, je comprends, Gabin, ce que tu veux. C'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu as peur de te faire avoir, en gros. C'est ça. C'est ça, tu as peur de te faire avoir. Mais je vais te dire, Gabin, pourquoi tu ne te feras pas avoir, toi? Parce que déjà, tu te poses la question de savoir si l'idée qu'on te propose est la bonne, ou en tout cas si c'est la meilleure idée. Donc, qu'est-ce que tu as mis en route? Qu'est-ce que tu as fait fonctionner dans ton cerveau au moment où tu as voulu juger de la proposition du candidat? Tu te rappelles, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait fonctionner? Tu as fait, fait fonctionner. Vas-y. J'ai fait fonctionner un peu en gros. J'ai fait fonctionner en gros, je me suis dit si par exemple, pas se laisser influencer, ça c'est bien, mais ça c'est mieux par exemple. Et ça peut paraître bien, sauf qu'il y a autre chose qui peut être mieux et sans paraître être mieux que l'autre. Ah, c'est formidable, Gamin. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu t'es posé des questions. Tu t'es pas laissé séduire. Tu t'es posé des questions. Tu as réfléchi. Tu vas enquêter. Tu vas aller voir ce que proposent les autres. Tu vas comparer. Tu vas voir si c'est possible. Tu vas voir les avantages, les inconvénients. Ça veut dire que tu as mis en route ton esprit critique. Et ça, c'est ça qui fait qu'on va continuer à vivre ou pas dans une démocratie. Parce que si on est tous comme des moutons en train de bêler derrière un chef, eh ben on est fichu, on va vers une dictature. Mais si on est comme toi, Gabin, si on se pose des questions, si on met en route son esprit critique, à ce moment-là, on va faire des meilleurs choix. Et on ne va pas laisser des gens nous manipuler. Tu comprends? Donc, on a le choix. Soit on devient comme des voitures télécommandées, des objets télécommandés par les autres, soit on a un esprit critique et donc on décide librement sans se faire manipuler. Mais c'est ce que vous faites. C'est pour ça que là, je me dis que le droit de vote à 18 ans, c'est bien tard quand je vous écoute.
Merci Gabin. Merci à tous. Alors, Charline, il me semble qu'il y a une question qui revient souvent dans le chat. Oui, il y a une question qui est revenue plusieurs fois et je pense qu'elle est assez intéressante, c'est pourquoi en fait finalement on doit changer de président? Pourquoi changer de président en fait? On peut en prendre un et puis le garder. Pourquoi changer? Il y en a qui aiment le président actuel et qui veulent le garder pendant 50 ans. En plus, il est jeune, il peut rester 50 ans. Alors, pourquoi changer de président? Ça, c'est hyper intéressant comme question, surtout que, en fait, on se la pose souvent parce que quelquefois, on élit un président pour 5 ans et puis avant, il était élu pour 7 ans. Alors, en fait, on ne dit pas qu'on change de président. On dit qu'on va faire des élections. Donc, on laisse le peuple libre de garder le même président. Mais c'est pour vérifier que c'est toujours le même que l'on veut. Parce que si on ne vérifie pas, est-ce que vous croyez que le président de la démocratie va rester un démocrate pendant 50 ans? Il y a un grand risque quand on est président de la République ou député ou maire même d'une ville ou même d'un village. C'est que quand on est au pouvoir, on peut commencer à vraiment beaucoup aimer ça et en vouloir plus et encore plus et devenir un dictateur. Donc, c'est pas mal de vérifier de temps en temps que tout se passe bien. C'est comme quand on remet les pendules à zéro, vous voyez, on remet tout à zéro et on recommence. Mais donc, la question que vous avez posée, pourquoi changer de président? En fait, il y a une idée qui s'est glissée dans la question, qui est de dire, on change de président, mais peut-être pas. La loi nous permet d'avoir 2 fois le même président. Ça veut dire le même président pendant 10 ans. C'est parfait. Et Charline, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les élections? Oui, alors il y a plein de questions sur le fonctionnement des élections, de la démocratie en France. Il y en a une qui m'a plu un petit peu personnellement, c'est pourquoi en fait il n'y a pas eu de femme présidente encore en France? Alors là, moi j'ai une question à poser à Charline. Pourquoi cette question te plaît, Charline? Parce que, bonne question, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas encore eu. Qu'est-ce que ça traduit de ceux qui votent? Alors la question, c'est pourquoi il n'y a jamais eu de présidente en France? C'est ça? Eh bien, c'est un scandale, en fait, peut-être qu'on peut dire tout simplement. En fait, est-ce que vous savez quand le droit de vote a été donné aux femmes en France? Est-ce que Margot peut vite aller voir sur Internet? J'ai peur de me bourrer d'une année. Surtout que c'est différent selon les pays. Non, en France. Ouais. Ceux qui savent dans le chat, vous pouvez répondre à cette question. Parce que je vais vous dire quelque chose, les enfants. Je ne sais pas tout. Donc, j'ai oublié. 1946. Merci. Qui nous a répondu? 1944. 1944 et voté en 45. Donc, si on calcule, ça fait 45 jusqu'à 2000, ça fait 55. Plus 20, 75, plus 2, 77, ça fait seulement 77 ans que les femmes ont le droit de vote en France. Donc, on revient de très, très loin. Ça veut dire que pendant des siècles, les femmes n'ont même pas eu le droit de vote. Donc, ça veut dire que pendant des siècles, c'était uniquement les hommes. Et même la première démocratie du monde, puisque tout le temps vous me demandiez c'est quoi le premier démocrate, ce qu'on appelle la première démocratie du monde, c'était en Grèce, à Athènes, mais c'était une démocratie bancale, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc vous voyez pourquoi il n'y a pas eu de femme présidente, parce qu'en fait les femmes en politique, il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, il y a d'autres pays où les femmes ont participé à la vie politique beaucoup plus tôt, et notamment les pays du Nord, et on a des femmes qui sont premiers ministres et qui dirigent les gouvernements. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les élections, Charline, dans le chat? Oui, on avait pas mal aussi de questions sur les lois. Pourquoi les lois? Est-ce qu'on doit tous connaître toutes les lois?
Est-ce que le président aussi doit respecter la loi, etc. Beaucoup de questions sur la loi. Ok. Alors, sur la loi, vous vous rappelez, en début de notre rencontre, je vous avais dit, avant qu'il y ait des lois telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'était la loi du plus fort. En gros, c'était les plus musclés, les plus balèzes, les plus forts qui faisaient leur loi, ce qu'on appelle la loi du plus fort. Les êtres humains, ils en ont eu marre de cette situation parce que même les plus forts, un jour, ils deviennent faibles. Donc finalement, on vit tout le temps dans la peur. Donc comme les êtres humains sont intelligents, ils se sont dit, on va créer un système pour pas se casser la figure du matin au soir. Et c'est les lois qui essayent d'encadrer en fait la pulsion qu'on a à vouloir toujours être le plus fort. Donc il y a eu ces lois. Et maintenant, la question sur le président Macron, doit-il respecter la loi? Je vais remplacer le mot respecter par le mot obéir. Doit-il obéir à la loi? Parce qu'une loi, on y obéit, comme le règlement de l'école, on y obéit. Ce n'est pas une notion de respect, c'est une notion d'obéissance. Donc évidemment, puisqu'on a dit que dans une démocratie, on est tous égaux en droit, on est tous égaux devant la loi. Et c'est quelquefois le problème, c'est que quand on arrive au pouvoir, qu'on soit un maire, qu'on soit une mairesse, qu'on soit une députée, un député, qu'on soit un ministre ou une ministre, un président ou une présidente, quelquefois on oublie qu'on est un représentant du peuple, mais qu'on n'est pas un commandant qui au-dessus de la loi. C'est-à-dire qu'on fait aussi partie du peuple et que la loi, elle est la même pour tout le monde. Et donc, c'est scandaleux quand vous avez des hommes ou des femmes politiques qui n'obéissent pas à la loi. Parce que ça veut dire qu'ils se croient à part. Et ils ne sont pas du tout à part. Ils nous représentent. Alors, Charny, je te laisse enchaîner. Je vais volontairement baisser toutes les mains parce que je pense que c'était les restes du coup du sondage qu'on a fait. Donc, je vais baisser les mains. Si jamais vous avez d'autres questions à poser, je vous inviterai à relever les mains juste après. En attendant, Charny, je te laisse prendre une question du chat. Oui. Alors, on avait aussi pas mal de questions sur qui a inventé la fonction de président, le fonctionnement président, Premier ministre, etc. Alors, on peut parler de… En fait, c'est pas vraiment des inventions, il y a différents systèmes politiques. Il y a des pays où le président, il n'a pas du tout de pouvoir, il est un peu comme la reine d'Angleterre, c'est-à-dire il représente le pays et c'est le Premier ministre qui a les pouvoirs. Il y a des pays comme la France où c'est un président, c'est lié à l'histoire. Alors là, je vais passer un peu vite la question parce que ce sont des questions, j'allais dire, plus techniques. Et ça, vous le verrez en cours d'histoire. Alors, on avait la classe de Silvetti, du coup, qui m'a demandé la parole. Hop, oui. Là, je vous aide à réactiver le son. Tu dis bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Gaspard et je voudrais savoir pourquoi le peuple russe obéit à Poutine. Alors, Gaspard, pourquoi le peuple russe obéit à Poutine? Alors, déjà, je vais questionner ta question, comme on fait très souvent en philosophie. C'est-à-dire, le peuple russe, il est sûrement avec beaucoup de différences à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire que dans le peuple russe, il y a des gens qui veulent certainement désobéir à Poutine, et il y en a beaucoup dans les prisons russes qui ont désobéi à Poutine et qui sont en prison. Et puis, il y a une partie aussi du peuple russe qui obéit. Et la raison, elle m'est inconnue, sauf que je peux te parler des êtres humains qui ont tendance à obéir. C'est-à-dire que ce qui est compliqué pour l'être humain, c'est pendant 10, 15, 20 ans, tu apprends à obéir. Toi, tu dois obéir à tes parents, tu dois obéir aux professeurs, tu dois obéir aux adultes, en gros. On passe beaucoup d'années à obéir. Et pendant toute ton enfance, quand tu obéis, tu entends « bravo, c'est très bien ». Et quand tu désobéis, tu entends « c'est pas bien de désobéir ». Donc, les humains grandissent avec une idée très forte que obéir, c'est bien et désobéir, c'est mal.
Donc après, quand on est adulte, il y a beaucoup d'adultes qui restent dans cette idée que il faut obéir, c'est comme ça, il faut obéir. Et on revient tout à l'heure à ce dont on parlait avec Thomas et avec Timothée et avec tous les autres, c'est qu'il faut faire fonctionner son esprit critique. Mais si on n'apprend pas dès votre âge à faire fonctionner son esprit critique, on devient comme un mouton qui obéit au premier mouton et qui suit et qui bêle derrière le chef. Donc, en fait, ta question sur le plan philosophique, elle est très profonde. C'est pourquoi, de manière générale, les êtres humains obéissent. Ça va? T'as compris? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est important, cette histoire d'obéissance. Et vous pouvez demander à vos professeurs de vous parler d'une expérience qui a été faite, qui s'appelle l'expérience de Milgram. J'invite les professeurs à regarder cette expérience avant de montrer à la classe. C'est l'expérience de Milgram, qui est une expérience qui a été faite en 1962 dans une université aux États-Unis pour essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de millions de personnes qui ont obéi aux ordres d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est incompréhensible d'expliquer pourquoi autant de gens ont obéi à des ordres monstrueux. Et donc, M. Milgram, qui était un chercheur, a fait une expérience pour essayer de comprendre ça. Pourquoi l'être humain est capable d'obéir à des ordres monstrueux. Merci Gaspard, merci Brigitte. Alors, il nous reste 5 petites minutes ensemble. On va essayer de prendre 2 dernières questions. On a la classe de CM2 Herman. Je vais vous redonner la parole. Qui souhaite poser une question? Bonjour, moi je m'appelle Thaïs et moi Sofiane. On voudrait savoir en fait combien il y a eu de présidents en France depuis le début qu'il y a des présidents. Combien il y a eu de présidents en France depuis le début des élections, après les rois de France? Oui. Aucune idée. Alors là, tu vois, comment tu t'appelles? Sofiane. Sofiane, et à côté de toi? Thaïs. Thaïs et Sofiane, vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut oser dire, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, quand on ne sait pas, on va aller chercher. Tu vois, quand on va arrêter notre rencontre, je vais aller chercher combien il y a eu de présidents en France depuis le début des élections. Je crois qu'il y en a eu 25, me dit, en faisant une petite recherche rapide, j'ai vu 25. On a aussi une deuxième question. Ah, alors j'espère que je ne vais pas dire je ne sais pas encore une fois. Alors, on voudrait savoir, est-ce qu'on a le droit de changer de président pendant les 5 ans? À l'intérieur des 5 ans? Oui. Alors, il y a des cas très très précis pendant lesquels on peut changer de président, mais normalement non, il est élu pour 5 ans. D'accord. Mais s'il fait quelque chose de dramatique, de très grave, par exemple, il n'a pas le droit de tout faire le président, il n'est pas au-dessus des lois, il est comme nous avec les lois. Donc, il y a des cas, mais c'est vraiment très rare, où on peut changer de président. Mais avec des élections toujours, hein, avec des élections. Merci Brigitte. On arrive à la fin de notre rendez-vous. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Merci à toi pour ce joli moment. Le mot de la fin, c'est dommage. Dommage que ça s'arrête si vite, parce que je trouve ça formidable. Je n'avais pas tellement d'idées sur l'âge du droit de vote, mais moi, j'ai farouchement envie de le baisser quand je vous entends, parce que je trouve que vous avez un esprit critique aiguisé et que vous vous posez des questions formidables. Donc, continuez et surtout n'arrêtez pas, ne vous laissez dans des cases et continuez à vous poser des questions, à réfléchir et à douter, parce que c'est quand on doute qu'il y a de la place pour la pensée. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés cet après-midi. Je remercie Juan aussi, Margot, Charline, merci beaucoup. Et Sébastien, qui n'est pas là, mais c'est grâce à lui qu'on peut tous se connecter et bien se voir. Merci à tous. Au revoir.